Chapitre 6. Ils quittèrent le chemin principal qui traversait la vallée de Nuya pour prendre un raccourci par les montagnes. Ils progressaient aussi vite que leur permettait le sentier, étroit, sinueux, tapi contre les rochers aux formes improbables et couverts de lichen, de mousse et de plantes multicolores. Ils cheminaient entre les précipices où serpentaient des cours d'eau irréguliers et où se jetaient parfois des cascades. Ils traversèrent des gorges et des ravins, des ponts vacillants au-dessus des gouffres, au fond duquel bouillonnaient des ruisseaux écumants. La pointe effilée de la Gorgogne semblait s'élever juste là, au-dessus de leur tête. Ils ne pouvaient apercevoir le sommet de la montagne du diable, noyé dans les nuages et les brumes qui encombraient le ciel. Comme souvent en montagne, le temps se gâta en quelques heures. Il commença à brûler, un crachin vif et cinglant. Lorsque le crépuscule s'annonça, les trois compagnons se mirent nerveusement en quête d'un chalet pastoral, d'une bergerie abandonnée ou, plus simplement, d'une vulgaire grotte, d'un abri qui les aurait protégés pour la nuit des trombes d'eau qui tombaient du ciel. Bonnard, quel personnage! Oui, Bonnard, incroyable. Il a dû cesser de pleuvoir, dit Angoulême, une lueur d'espoir dans la voix. Le toit ne laisse plus passer que quelques gouttes maintenant. Demain, par chance, nous serons déjà dans les environs de Bellavenne. Et dans les faubourgs, on peut toujours passer la nuit dans une grange ou un hangar. Nous n'allons pas entrer dans la ville, surtout pas. Des étrangers à cheval ne passent pas inaperçus, et le Rossignol a un tas d'informateurs en ville. Nous avons mis au point un plan pour servir sciemment d'appât. Non, l'interrompit Angoulême, ce n'est pas un bon plan. Si on nous voit ensemble, ça éveillera tout de suite les soupçons. C'est une canaille rusée, le Rossignol. La nouvelle de ma capture s'est déjà sûrement répandue, et si quelque chose inquiète le Rossignol, le demi-elfe en sera lui aussi averti. Que proposes-tu alors ? Nous allons contourner la ville par l'est, par l'entrée de la vallée de Sans Retour. Il y a des mines là-bas, et j'y connais quelqu'un. Nous irons lui rendre visite. Qui sait ? Si nous avons de la chance, cette visite ne sera peut-être pas inutile. Pourrais-tu être plus clair ? Demain, à la mine. Je ne veux pas nous porter la poisse. Bah, là où ils en sont, de toute façon... Hello, je suis en retard, mais je m'installe confortablement. Mais t'inquiète pas, tu as raté à peine une page. Et du coup, oui, bienvenue à toi et installe-toi tranquillement avec nous. Sous les couettes ou avec une tasse de thé, sur ce que tu préfères, ou une tasse de café. Caillé rajouta des branches de bouleau dans le feu. Il avait plu toute la journée, on ne pouvait brûler rien d'autre. Le bois de bouleau, même humide, crépita juste un peu et s'embrasa immédiatement, libérant de grandes flammes bleuâtres. Oui, mais le bois de bouleau ne brûle pas très longtemps, à l'inverse du bois de chêne qui, une seule bûche, permet de crépiter dans la cheminée toute la nuit. D'où viens-tu, Angoulême ? De Cintra, sorceleur. C'est une province près de la mer, à l'embouchure de l'I... Je sais où se trouve Cintra. Pourquoi tu le demandes si tu es si savant ? Cela t'intéresse-t-il donc tellement ? Disons que ça m'intéresse un peu. Ils se turent. Le feu crépita. Ma mère, reprit enfin Angoulême en regardant les flammes, était une noble, issue d'une grande famille dont les armoiries présentaient un chat de mer. Je te l'aurais bien montré, car j'avais un médaillon avec leur foutu chat qui me venait de ma mère, mais je l'ai perdu aux osselets. Cette famille va chier son chien de mer, s'est débarrassée de moi parce que ma mère, paraît-il, avait couché avec une espèce de pecno, un palefrenier à ce qu'on m'a dit, et moi, j'étais une bâtarde, une infamie, une opprobre, une tache sur l'honneur de la famille. On m'a donné à élever à de lointains parents, par alliance. Pour dire la vérité, eux n'avaient sur leur armoirie ni chat ni chien, ni même une poule. Mais ils n'ont pas été mauvais pour moi. Ils m'ont envoyé à l'école et ne m'ont pas battu comme plâtre, même s'ils me rappelaient assez souvent que j'étais une bâtarde conçue dans les orties. Ma mère est venue me voir 3 ou peut-être 4 fois quand j'étais petite. Après, elle a cessé de venir. D'ailleurs, j'en avais un peu rien à foutre. De quelle façon tu t'es retrouvé parmi les criminels ?
Tu m'interroges comme un juge d'instruction, s'exclama-t-elle en faisant des mimiques grotesques. Parmi les criminels, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Coucou Na, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Elle bougonna, fouilla sa veste, en ressortit un objet que le sorceleur ne parvenait pas à distinguer. Fulco le Borgne, marmonna-t-elle dans sa barbe en se frottant énergétiquement, la gencive avec une substance qu'elle inspirait aussi par le nez. C'est tout de même un hôte convenable. Ce qu'il a pris, il l'a pris, mais la poudre, il l'a laissée. Tu en prendras une pincée, sorceleur? Non, je préférerais d'ailleurs que toi non plus, tu n'en prennes pas. Pourquoi? Parce que, Caïr, je ne consomme pas de fissetch. Je suis tombé sur de sacrés pudibons, dit-elle en secouant la tête. Vous allez sans doute me faire la morale maintenant, en me disant que la poudre va me rendre aveugle, sourde ou chauve, que je mettrai au monde un enfant estropié. Laisse ça, Angoulême, et termine ton histoire. La jeune fille éternua violemment. C'est bon, comme tu veux. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, la guerre a éclaté, tu sais, avec Nilfgaard. Ça va, je crois que Gérald sait. Mes parents ont perdu tous leurs biens. Ils ont dû abandonner la maison. Ils avaient 3 enfants déjà, et moi j'étais devenu un poids pour eux, donc ils m'ont mis à l'hospice. Un hospice dirigé par des prêtres, près de je ne sais plus quel temple. C'est un endroit sympathique, comme j'ai pu le constater. Un limpunard, purement et simplement. Un bordel, ni plus ni moins, pour ceux qui aiment les fruits acides avec un noyau blanc à l'intérieur. Tu piges? De jeunes fillettes et des petits garçons aussi. Moi, quand je me suis retrouvé là-bas, j'étais déjà trop grande, il n'y avait pas d'amateur pour moi. Contre toute attente, elle rougit, c'était visible même à la lueur du feu. Enfin, presque pas, ajouta-t-elle entre ses dents. Oui, très bien, toi. Bah écoute, ça allait très bien, jusqu'à ce qu'on retombe sur des paragraphes finalement du sorceleur qui reparle de pédophilie et de viol. Ça nous avait énormément manqué en une semaine, ce genre de passage descriptif. Quel âge avais-tu à l'époque? 15 ans. Là-bas, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille et de 5 garçons, certains de mon âge et d'autres un peu plus vieux. Et on s'est vite bien entendu. On connaissait des légendes et des récits sur le Deuil dérangé, sur Barbe Noire, les frères Cassini. On a eu envie de goûter au grand chemin, à la liberté, de prendre du bon temps. Ça veut dire quoi? Qu'on se disait, juste parce qu'ils nous donnent à manger 2 fois par jour, on doit nous donner nos culs à ces vilains dès qu'ils nous appellent, pardon. Modère ton langage, Angoulême, tu sais, l'excès en toute chose n'est jamais bon. Culotté quand même. La jeune fille se racla la gorge longuement, lança un glavio dans le feu. Quel pudibon! C'est bon, j'en viens au fait, de toute façon, j'ai pas envie de parler de ça. Dans la cuisine de l'hospice, on a trouvé des couteaux, il suffisait de bien les aiguiser sur des pierres pour en faire des armes efficaces. On s'est fabriqué de magnifiques gourdins à partir des pieds de chaises en chêne. Il ne nous manquait plus que des chevaux et de l'argent. On a donc attendu la venue de 2 paillards, des habitués, des petits vieux. Ils avaient au moins, 40 ans? Ils sont venus, se sont installés, ont bu du vin, ont attendu comme chaque fois que les prêtres attachent pour eux le petit, qu'ils s'étaient choisi un meuble spécial très ingénieux. Mais ils ne se sont pas fait jouer un air de musette ce jour-là. Angoulême, c'est bon. Bref, nous avons assommé et zigouillé les 2 vieux pépés lubriques, 3 prêtres et un page, le seul qui ne se soit pas enfui et qui gardait les chevaux. Nous avons fait griller le célérier qui ne voulait pas nous donner la clé du coffre jusqu'à ce qu'il nous la donne, mais nous lui avons laissé la vie sauve parce que c'était un brave petit grand-père, toujours bon et bienveillant. Et nous sommes partis sur les grands chemins, sur la piste des bandits. Nous avons connu des hauts et des bas, parfois on arrivait à prendre le chariot qu'on avait pris d'assaut, d'autres fois on se retrouvait sous ses roues. Putain, durant des périodes de vaches maigres, j'ai dû goûter à toutes les bestioles rampantes qui existent, du moins
À celle qui se laissait attraper une fois, j'ai même mangé un cerf-volant parce qu'il y avait dessus de la colle de farine. Bien dégueulasse. Elle se tut et bourrifa vigoureusement ses cheveux couleur paille. Bah, ce qui est passé. En bref, et pour finir, de ceux qui se sont sauvés avec moi de l'hospice, plus aucun n'est en vie. Les deux derniers, Owen et Abel, ont été trucidés par les lansquenets de Monsieur Sulco voici quelques jours. Abel s'était rendu comme moi, mais ils l'ont trucidé, alors qu'il avait lâché son épée. Moi, ils m'ont épargné, ne va pas croire que c'était par bonté d'âme. Il m'avait déjà allongé en croix sur un manteau, mais un officier est arrivé en courant et a stoppé net les réjouissances. Et pour ce qui est de l'échafaud, c'est toi qui m'en as sauvé. Elle se tut quelques instants. Sorceleur, je t'écoute. Je sais comment te témoigner ma reconnaissance, si tu le souhaites. Pardon ? Je vais aller voir les chevaux, dit soudain Caïr. Il se leva aussitôt en s'enveloppant de son manteau. Je vais marcher un peu dans les alentours. La jeune fille éternua, renifla, se racla la gorge. Pas un mot de plus, Angoulême, la prévint Gérald. Il était véritablement furieux, confus et troublé. Elle se racla la gorge de nouveau. Vraiment, tu n'as pas envie de moi, pas même un peu ? Tu as déjà reçu un coup de ceinturon de la part de Milva, morveuse. Si tu ne te tais pas sur le champ, tu recevras un complément de ma part. C'est entendu, je ne dirai rien. Gentille fille. Ah, tu peux pas terminer une scène comme ça par gentille fille. Enfin. Le flanc couvert de jeunes sapins distordus était criblé de trous et de creux étayés par des planches et reliés par des ponts, des échelles et des échafaudages. Des passerelles partaient de ces trous, soutenues par des troncs entrecroisés. Sur certaines d'entre elles, des gens s'agitaient en poussant des chariots et des brouettes dont ils déversaient le contenu. Il s'agissait à première vue d'une terre sale et pieuse, directement dans un immense baquet carré, ou plus exactement dans une suite de baquets de plus en plus petits, séparés par des planches. De l'eau en provenance de la colline boisée s'écoulait en permanence avec fracas à travers les baquets, grâce à des gouttières en bois qui prenaient appui sur de petits tréteaux. Sans doute poursuivit-elle sa course plus bas, vers le précipice. Angoulême descendit de cheval et fit signe à Gérald et Caïr d'en faire autant. Abandonnant leur monture près de la clôture, ils se dirigèrent vers les habitations, en pataugeant dans la boue, près des gouttières et des conduits qui fuyaient. « C'est ici qu'on procède au rinçage du minerai de fer, dit Angoulême en désignant l'installation. On apporte le produit abattu de là-bas, tenez, du puits de mine, pour le déverser dans les baquets, et on rince avec l'eau du ruisseau. Le minerai reste sur les cribles, où il est trié. Tout autour de Bellavenne, il y a quantité de mines et de lavoirs de ce genre. Quant au minerai, on le transporte dans la vallée, à Magturga. C'est là que se trouvent les huttes et les fonderies, car les forêts y sont plus nombreuses et, pour la couler, il faut du bois. Merci pour la leçon, l'interrompit Gérald d'un ton acerbe. J'ai déjà eu l'occasion dans ma vie de voir quelques exploitations de minerais de fer, et je sais ce qu'il faut pour la couler. Quand vas-tu enfin te décider à nous dire pourquoi nous sommes venus ici ? Pour causer un peu avec l'un de mes amis, le chef mineur des lieux. Venez avec moi. Ah, je le vois, tenez là-bas, sous l'atelier de menuiserie. Allons-y. C'est ce nain-là ? Oui, il s'appelle Gonlan Drozdek. Il est, comme je l'ai dit, le chef mineur des lieux, tu l'as dit. En revanche, tu n'as pas dit de quoi tu voulais causer avec lui. Regardez voir vos chaussures. Gérald et Caïr obéirent docilement et s'aperçurent que le schlam avait teinté leurs bottes d'une étrange couleur rougeâtre. Pendant sa conversation avec le rossignol, lança Angoulême, devançant la question, le demi-elfe que nous cherchons avait exactement cette même gadoue sur ses bottines. Vous vous saisissez ? Maintenant, oui. Et le nain ?
Ne lui adressez pas la parole, je me charge de lui faire la causette. Vous, en revanche, il doit vous prendre pour des gens qui causent pas, mais qui cognent. Prenez des mines menaçantes. » Ils n'eurent pas à faire d'efforts particuliers. Certains des mineurs qui les observaient détournaient vite les yeux, d'autres restaient bouche bée. Ceux qui se trouvaient sur leur chemin s'en écartaient rapidement. Jaralt devinait bien pourquoi. Son visage, comme celui de Caïr, portait encore la trace de bleu et de boursouflure, vestiges de leur rixe et de la dérouillée infligée par Milva. Ils avaient donc l'air d'individus qui prenaient plaisir à se tabasser l'un et l'autre et qu'il ne fallait sans doute pas pousser beaucoup pour qu'ils cassent la figure à un tiers. Le nain, à qui voulait parler Angoulême, se tenait sous un bâtiment portant l'inscription « Menuiserie ». Il peignait quelque chose sur un tableau fait de 2 planches rabotées. Quand il vit le groupe approcher, il posa son pinceau, éloigna le seau de peinture et leur jeta un coup d'œil par en dessous. Sur son visage, à moitié mangé par une barbe tachée, se dessina soudain une profonde stupéfaction. « Angoulême ? Salut Drosdek, c'est toi, vraiment toi ?» demanda le nain, la bouche grande ouverte. « Non, ce n'est pas moi, c'est le prophète Leboya, tout juste ressuscité. Tu pourrais pas me donner autre chose, Golan, quelque chose d'intelligent peut-être, pour changer. » « Ne te moque pas, cheveux clairs, je ne m'attendais plus du tout à te revoir. La mule est passée ici il y a de ça 5 jours, et il a raconté qu'on t'avait capturé et planté sur un pal à Riedburn. Il a juré que c'était vrai. » « À quelque chose, malheur est bon, dit la jeune fille en haussant les épaules. Maintenant que la mule viendra t'emprunter de l'argent, et en jurant qu'il te le rendra, tu sauras en quoi t'en tenir avec ses jurements. »« Ça, je le sais déjà depuis longtemps, rétorqua le nain en clignant des yeux et en agitant son nez comme un lapin. Moi, je lui prêterais même pas un denier cassé, même s'il crevait sur place et bouffait la terre. Mais que tu sois en vie et en un seul morceau, ça je m'en réjouis. Oh que oui. Peut-être bien que tu vas me rembourser ta dette, hein? Peut-être, qui sait. Et qui donc est venu avec toi, cheveux clairs? De bons amis. Bah, ils ont de ces gueules. Et où les dieux te mènent-ils? Comme d'habitude, sur les mauvais chemins. Sans se préoccuper le moins du monde du regard furibond que lui lançait le sorceleur, Angoulême se fora dans le nez une pince de ficette et en frotta un peu contre sa gencive. « Tu en veux, Golan ?»« Je dis pas non, répondit le nain en tendant la main, puis il ficha un peu de poudre dans sa narine. À vrai dire, je pense à Bélaven, reprit la jeune fille. Il ne serait pas par hasard si le rossignol et sa bande y sont. Golan Drosdek pencha la tête. Toi, cheveux clairs, t'as intérêt à éviter le rossignol. On dit qu'il est en rogne contre toi, aussi furibard qu'une gloutonne qu'on aurait réveillée en pleine hibernation. Ah oui ? Et quand la nouvelle lui est parvenue qu'on m'avait empalé sur un pieu aiguisé et fait tirer par un attelage à 2 chevaux, son cœur ne s'est pas radouci, il n'a pas manifesté le moindre regret, ni versé la moindre lame. Pas le moindre du monde. On raconte qu'il a dit « Angoulême n'a eu que ce qu'elle méritait depuis longtemps, une perche dans le cul. » Oh, le grossier personnage, vulgaire groin de Gouja. Monsieur le préfet Fulco aurait dit « dans le derrière » et moi « dans le fond du cloaque ». Tu ferais mieux de ne pas dire ce genre de choses en sa présence, cheveux clairs, et de ne pas t'approcher de Bélaven. Je te conseillerais même de faire un grand détour pour éviter la ville. Mais si jamais tu dois aller en ville, mieux vaut que tu sois déguisé en... N'essaie pas d'apprendre à un vieux singe à faire des grimaces, Golan. Moi ? Jamais de la vie. Écoute donc, le nain, l'apostropha Angoulême, pardon. Je vais te poser une question. Elle appuya son pied contre les marches de la menuiserie. Prends ton temps avant de me répondre. Réfléchis bien. Je t'écoute. Est-ce que, par hasard, un demi-elfe ne te serait pas tombé dans l'œil, un étranger, pas de la région? Golan Drosdek inspira, éternua grassement, puis s'essuya le nez avec son poignet. Un demi-elfe, tu dis? Quel demi-elfe? Fais pas l'idiot, Drosdek. Un que le rossignol aura engagé pour exécuter un certain travail, un contrat, portant sur un certain sorceleur. Un sorceleur, répéta Golan Drosdek en riant et en relevant sa planche du sol. Eh bien, dis donc, c'est bizarre, on en cherche justement un de sorceleur. On est en train de peindre des pancartes et de les accrocher dans le coin. Regarde, on recherche un sorceleur, bon salaire, gîte et couvert offert, information au bureau de la mine. Petite Babette, comment ça s'écrit exactement? Information ou information? T'as qu'écrire détail
Et pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un sorceleur à la mine? En voilà une question stupide. Et cause des monstres, pardi. Quels monstres? Des barbégasiers et des kobolds, ils se sont terriblement multipliés dans les galeries inférieures. Angoulême jeta un coup d'œil à Gérald, il lui confirma hochant la tête qu'il savait de quoi il s'agissait, avant de lui faire comprendre d'un raclement de gorge qu'il serait bon de ramener la conversation sur le demi-elfe. Pour en revenir à ce qui m'intéresse, reprit la jeune fille qui avait saisi le message, qu'est-ce que tu sais de ce demi-elfe? Je n'en sais rien, sur aucun demi-elfe. Je t'ai demandé de bien réfléchir. C'est ce que je fais. Golan Drozdek prit soudain un air malicieux, et je me suis dit que dans cette affaire, ça valait pas le coup de savoir quelque chose. C'est-à-dire que rien n'est sûr ici. Le terrain n'est pas sûr et les temps ne sont pas sûrs entre les bandes de voyous, les nilfgaardiens, les partisans des versants libres et d'autres éléments étrangers comme ces demi-elfes, tous plus doués les uns que les autres pour vous faire offense. Où veux-tu en venir demanda Angoulême en plissant le nez. Je veux en venir au fait que tu me dois de l'argent, cheveux clairs, et qu'au lieu de payer tes dettes, tu veux en contracter de nouvelles, des dettes importantes car, en admettant que je puisse te donner ce que tu demandes, je risque de m'en prendre plein la figure, et pas à coups de poing mais à coups de faux. Quel intérêt pour moi? Est-ce que ça vaut le coup de savoir quelque chose sur le demi-elfin? Qu'est-ce que j'obtiendrai en échange? Parce que, si c'est juste pour avoir le préjudice, sans aucun bénéfice... Gérald en avait assez. Il était là dans la conversation, agacé par le jargon et les manières du nain. D'un geste brusque, il le saisit par la barbe, le secoua, puis le repoussa. Golan Drozdek heurta le seau de peinture et tomba. Le sorceleur bondit sur lui, appuya son genou contre sa poitrine et fit briller un couteau sous ses yeux. « Comme bénéfice, tu auras la vie sauve, rugit-il, parle !» On aurait dit que les yeux de Golan allaient sortir d'une minute à l'autre de leur orbite pour aller faire un petit tour aux alentours. « Parle !» répéta Gérald. « Dis ce que tu sais, sinon je te tranche la carotide et tu te noieras dans ton sang. » Rialto, hoqueta le nain. Ils sont à la mine Rialto. Les galeries de Rialto ne se différenciaient guère de celles de Petite Babette, ni des autres mines et carrières qu'Angoulême, Gérald et Caïr avaient aperçues en chemin qui portaient chacun un nom. Le manifeste d'automne, la vieille mine, la nouvelle mine, la mine Julka, Célestine, la cause commune et le trou prospère. Partout le travail allait bon train, partout on extrayait de la terre sale des puits et des fosses pour aller les déverser dans des baquets et les rincer sur des cribles. Partout on pouvait trouver cette boue rouge caractéristique, à profusion. Rialto était une mine importante, située non loin de la cime de la montagne. Le sommet en était tronqué et constituait la carrière, c'est-à-dire la mine. Un lavoir avait été aménagé sur une terrasse creusée dans le flanc de la colline. Là, sous un mur escarpé où baillaient les orifices des puits et des galeries, étaient installés des baquets, des cribles et des gouttières et autres outils de l'industrie minière. Comme près des autres mines, un véritable bourg avait vu ici le jour, constitué de maisons en bois, de baraques, de cabanes et de masures couvertes d'écorce. « Je ne connais personne ici, » dit la jeune fille en attachant les rênes à la clôture. « Mais on va essayer de discuter avec l'intendant. Gérald, si tu peux, évite de le saisir tout de suite à la gorge et ne le menace pas de ton eustache. Mieux vaut d'abord causer. » N'essaie pas d'apprendre à un vieux singe à faire des grimaces, Angoulême. Mais ils n'eurent pas le temps de causer. Ils n'eurent même pas le temps d'atteindre le bâtiment qu'ils supposaient être le bureau de l'intendant. Sur la placette, où l'on chargeait le minerai dans les chariots, ils tombèrent directement sur 5 cavaliers. « Par la peste !» s'exclama Angoulême. « Voyez un peu ce que le bon vent nous amène. » « Qui sont ces hommes ? » ?»« Ce sont les hommes du Rossignol. Ils sont venus collecter leur tribut. »« Ah, trop tard, elle m'a reconnu, fils de... On peut dire qu'on est bien tombé. »« Peux-tu t'en débarrasser ?» marmonna Caïr. « N'y comptez pas. Et pourquoi cela ? En quittant la clique, j'ai volé le Rossignol. Ils ne me feront pas de cadeau. Mais je vais essayer, vous. Taisez-vous, gardez les yeux ouverts et tenez-vous prêts, à tout. » Les cavaliers se rapprochaient.
À l'avant, un type aux longs cheveux poivre et sel vêtu d'un vijoura et un jeune échelat avec une barbe. De toute évidence, il se l'était laissé pousser pour masquer ses boutons d'acné. Il faisait semblant de rien, mais Gérald avait aperçu les éclairs de haine dans leurs yeux tandis qu'il regardait Angoulême. Cheveux clairs Nozovad, Yirel, bonjour. Belle journée aujourd'hui, dommage qu'il pleuve. Le gaillard aux cheveux poivre sel, le dénommé Nozovad, descendit de cheval ou plutôt sauta de sa selle en lançant énergétiquement sa jambe droite par-dessus la tête de sa monture. Les autres mirent à leur tour pied à terre. Novozad tendit les rênes de son cheval à l'échalas, barbu, qui répondait au nom de Yirel, et s'approcha. Voyez-vous ça, notre pie bavarde? Tu es en vie et en bonne santé à ce que je vois. Et je gambille. Tu as réponse à tout, morveuse. La rumeur annonçait bien que tu gambillais, mais au bout d'un pal, aux dernières nouvelles, Fulco le Borgne t'avait capturé et on racontait que tu chantais comme une tourterelle sous la torture, en avouant tout ce qu'il voulait savoir. La rumeur, Novozad, grogna Angoulême, annonçait que ta mère haletait le client en lui demandant que 4 teints, mais personne pourtant ne voulait lui en donner plus que 2. Le brigand cracha à ses pieds avec un air de mépris. Angoulême grogna de nouveau, telle une chatte. Novozad, dit-elle avec insolence, les poings sur les hanches. J'ai une affaire à proposer au rossignol. C'est curieux car lui aussi en a une pour toi. Ferme ton clapet et écoute. Tant que j'ai envie de causer. Il y a 2 jours, à 1000 de Riedburn, moi et ces deux-là, des amis à moi, on a abattu ce sorceleur sur la tête duquel il y avait un contrat. Tu saisis? Novozad jeta à ses compagnons un regard qui en disait long, puis il remonta son gant et examina Gérald et Caïr. Je vois, à en juger par leur trogne, énonça-t-il lentement, que tes nouveaux amis ne sont pas des enfants de cœur. Ils ont tué le sorceleur, dis-tu, et comment? D'un coup d'épée dans le dos, ou bien seulement en rêve? Peu importe comment ils se sont pris, s'exclama Angoulême en faisant la grimace. C'est pas ouf comme argumentation de dire peu importe comment ils s'y ont pris. Ça veut généralement dire je ne peux pas plus argumenter, viens on passe à quelque chose d'autre. Ce qui n'est pas ouf quand tu veux duper quelqu'un quand même. En revanche, ce qui importe, c'est que le dit sorceleur a mordu la poussière. Écoute, Novozad, j'ai pas envie de chercher chicane au rossignol, ni de faire des embrouilles, mais les affaires sont les affaires. Le demi-elfe vous a donné une avance pour le contrat. Je ne réclame rien là-dessus. Cet argent est à vous, à titre de dédommagement, pour les frais et la fatigue occasionnés. Mais d'après la loi, le solde de la récompense que le demi-elfe a promis de verser une fois le travail fait est pour moi. D'après la loi? C'est ça, répondit Angoulême sans prêter attention au ton sarcastique de Novozad. Parce que nous avons rempli notre part du contrat. Nous avons tué le sorceleur, et on peut en apporter la preuve au demi-elfe. Par conséquent, je suis venu prendre la part qui est à moi, et après je m'en irai dans le lointain sombre et brumeux. Comme je l'ai dit, je ne tiens pas à faire concurrence au rossignol, parce que les versants sont trop petits pour nous deux. Transmets-lui ça, Novozad. Rien que ça, dit-il sur un ton toujours aussi méchamment sarcastique. Et embrasse-le de ma part, pouffant Angoulême. Tu peux aussi lui montrer mon cul pour moi. Père porcorure. J'ai une meilleure idée. Ah, je sens que cette idée ne va pas nous plaire. J'ai une meilleure idée, annonça Novozad en jetant un coup d'œil à ses compagnons. C'est ton propre cul que je vais lui amener, Angoulême. C'est toi que je vais lui livrer, entravé. Il pourra alors régler ses comptes avec toi et discuter de tout ce qu'il y a à discuter. Il résoudra tout. Et il décidera à qui revient l'argent du contrat, commandité par le demi-elfe Chiru. Il trouvera une compensation à la hauteur de ce que tu l'as volé, et aussi une solution au fait que les versants sont, d'après toi, trop petits pour nous tous. Tout sera ainsi résolu, dans les moindres détails. Il y a juste un problème. Angoulême baissa le bras. Comment comptes-tu me mener jusqu'au rossignol, Novozad? Eh bien comme ça, dit le bandit en tendant le bras, en te traînant par le cou. Faut qu'on change de musique. Faut qu'on passe la musique de la bagarre. Voilà. Pam, 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 pam.
D'un geste vif comme l'éclair, Gérald se saisit de son cil et le plaça sous le nez de Novozad. « Je ne te le conseille pas, mugit-il. » Novozad fit un bond sur le côté et dégaina son épée. Dans un chuintement, Irel sortit de son fourreau, placé dans son dos, un sabre tordu. Les autres suivirent leur exemple. « Je ne vous le conseille pas, » répéta le sorceleur. Novozad pesta. Il regarda ses compères. Il n'était pas très doué en arithmétique, mais il était tout de même capable de constater que 5, c'était plus que 3. « Sus !» hurla-t-il en se jetant sur Gérald. « À l'attaque !» Le sorceleur évita le coup en se déportant sur le côté et frappa son adversaire à la tempe d'un revers de la main. Avant même que Novozad s'écroule, Angoulême s'était élancé vers l'avant, son couteau siffla dans l'air et Irel, prêt à l'attaquer, trébucha, le manche en os saillant de son menton. Le bandit baissa son sabre, retira à deux mains le couteau de son visage, du sang jaillit. Angoulême bondit, cogna l'homme à la poitrine et le précipita à terre. Pendant ce temps, Gérald avait fauché un deuxième bandit. Caïr abattu le suivant, faisant gicler d'un puissant coup d'épée un morceau de cervelle du brigand qu'on aurait pu prendre pour un morceau de pastèque. Le dernier sbire battit en retraite et sauta sur son cheval. Caïr lança son épée en l'air pour la saisir par la lame, puis il s'en servit comme un javelot. L'arme atteignit le brigand entre les omoplates. Son cheval hennit et secoua la tête, fléchit sur ses jambes, trépigna, entraînant dans la boue de couleur rouge le corps de son cavalier, dont la main était restée coincée dans le nœud coulant des courroies des rênes. Le tout n'avait pas duré plus de 5 battements de cœur. « À l'aide !» Un hurlement s'éleva entre les bâtiments. « À l'aide, venez au meurtre, on assassine les nôtres !»« L'armée, appelez l'armée !» s'écria un autre ruineur qui entreprit de disperser les enfants arrivés en masse d'on ne sait où, toujours à se fourrer dans les pattes des adultes pour observer ce qui se passait. « Que quelqu'un court chercher l'armée !» Angoulême ramassa son couteau, l'essuya et le rangea le long de la stige de sa botte. « Qu'il court donc !» rétorqua-t-elle en criant et regardant autour d'elle. « Qu'est-ce qui vous arrive, les gars ? Vous êtes aveugles ou quoi ? C'était de la légitime défense. Ils nous sont tombés dessus, ces malandrins. Comme si vous ne le connaissiez pas. Ils ne vous ont pas fait assez de mal. Ils ne vous ont pas assez soutiré d'argent. » Elle éternua bruyamment, puis elle arracha la bourse de la ceinture de Novozad qui frémit encore, avant de se pencher au-dessus de Irel. « Angoulême ? Quoi ? Laisse. » « Et pourquoi donc ? C'est notre butin ? Tu as trop d'argent ? Angoulême ?» Une voix sonore retentit soudain. « Et vous ? Approchez-vous donc par ici, s'il vous plaît. » 3 hommes attendaient sur le seuil de la baraque qui se trouvait être l'entrepôt des outils. 2 d'entre eux étaient des Hercules aux cheveux coupés courts, dotés d'un front bas et d'une vue manifestement tout aussi basse. Le 3e, celui qui les avait interpellés, était un bel homme de grande taille, comme on en voyait rarement, aux cheveux sombres. J'ai involontairement entendu la conversation qui a précédé l'incident, dit l'homme. Je ne voulais pas vraiment croire qu'on avait tué le sorceleur, je pensais que c'était de vaines fanfaronnades. Maintenant, je pense autrement. Entrez, venez à l'intérieur. Angoulême prit une profonde inspiration, elle jeta un coup d'œil au sorceleur et lui adressa un signe de tête à peine perceptible. L'homme était un demi-elfe. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru qu'il trouverait le demi-elfe comme ça? Moralité de tout ça. Il faut jamais désespérer. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le demi-elfe Chiru était grand. Il faisait bien plus de 6 pieds. Il portait ses longs cheveux sombres noués en une queue de cheval qui retombait dans son dos. C'était à ses yeux, grands, en forme d'amande, couleur jaune, vert, comme ceux d'un chat, qu'on reconnaissait ses origines. Ainsi, c'est vous qui avez tué le sorceleur, répéta-t-il avec un affreux sourire, prenant ainsi de court Homer Stragen, le célèbre rossignol. Curieux. En un mot, c'est à vous que je dois payer les 500 florins, la seconde échéance. J'ai versé la compte de 50 florins à Stragen pour rien.
Vous n'imaginez sans doute pas qu'il vous le rende. Comment je m'arrangerai avec le rossignol, ça me regarde, dit Angoulême qui, assise sur un coffre, balançait ses jambes. Ce qui est sûr, c'est que le contrat sur la tête du sorceleur était concret. Et c'est nous qui l'avons exécuté. Nous et pas le rossignol. Le sorceleur dort à présent sous terre, ainsi que ses 3 compagnons. Voilà qui clôt l'affaire. C'est du moins ce que vous prétendez. Comment cela s'est-il passé? Angoulême continue à balancer ses jambes. Pour occuper mes vieux jours et dans sa tête avec son insolence habituelle, j'écrirai l'histoire de ma vie. J'y décrirai comment s'est passé tel ou tel événement. J'y parlerai de ceci ou de cela. En attendant, vous devez réfréner votre curiosité, monsieur Chieru. Vous êtes donc honteux à ce point demanda froidement le sang mêlé. Auriez-vous effectué le travail de si vilaine manière à la façon des traîtres? Ça vous dérange demanda Gérald. Chieru le regarda attentivement. Non, répliqua-t-il au bout d'un instant. Le sorceleur Gérald de Rive a eu ce qu'il méritait. C'était un benêt et un nigaud. S'il avait eu une belle mort, honnête, vénérable, il serait devenu une légende. Or, il ne mérite pas d'être une légende. La mort est la même pour tous. Pas toujours, dit l'elfe en secouant la tête, poursuivant ses efforts pour croiser le regard de Gérald, masqué par l'ombre de son capuchon. Tu peux m'en croire, il arrive que cela ait son importance. Je devine que c'est toi qui as porté le coup fatal. Gérald ne répondit pas. L'envie le chatouilla de saisir le métis par sa queue de cheval, de le plaquer au sol et de lui faire déballer tout ce qu'il savait, en lui brisant une à une les dents avec le pommeau de son épée. Mais il se maîtrisa. La voix de la raison lui dictait que l'histoire inventée par Angoulême pouvait donner de meilleurs résultats. « Comme vous voulez, reprit Chieru sans attendre la réponse. Je n'insisterai pas davantage pour avoir un rapport détaillé sur le déroulé de l'opération. De toute évidence, il n'est pas aisé pour vous d'en parler, et il n'y a manifestement pas de quoi se vanter. À moins, bien entendu, que votre silence ait une toute autre explication. On pourrait, par exemple, imaginer qu'il ne s'est rien passé du tout. Peut-être auriez-vous quelques preuves de la véracité de vos propos? On a coupé la main droite du sorceleur après l'avoir tué, rétorqua imperturbable Angoulême. Mais un raton laveur s'en est emparé et l'a dévoré. Mince alors, pas de peau. Oh là là, ils avaient pris toutes leurs précautions, mais il y a un raton laveur qui est passé. Nous n'avons donc que ceci à vous présenter, dit Gérald. Il déboutonna lentement sa chemise et en sortit son médaillon à tête de loup. Le sorceleur le portait à son cou. Vous permettez? Gérald hésita une demi-seconde, puis il le lui tendit. Le demi-elfe le prit dans sa main et l'examina. Maintenant je vous crois, dit-il enfin. Le bibelot émet de fortes ondes magiques. Seul un sorceleur pouvait détenir ce genre d'objet. Et s'il respirait encore, acheva Angoulême, le sorceleur n'aurait pas permis que l'on l'enlève. Ce médaillon est donc une preuve indubitable. Maintenant, bon monsieur, posez donc l'oseille sur la table. Chieru rangea soigneusement le médaillon. Il prit dans la poche intérieure de son vêtement un rouleau de papier qu'il déposa sur la table en l'aplatissant de la paume de sa main. « Je vous en prie. » Par contre, ses chances, il rend pas le médaillon. Angoulême sauta de son coffre, puis s'approcha en faisant des mimiques et en roulant des hanches. Lorsqu'elle se pencha au-dessus de la table, Chieru la grippa en un éclair par les cheveux, la fit basculer sur la table et lui mit un couteau sous la gorge. La jeune fille n'eut même pas le temps de crier. Gérald et Caïr avaient dégainé leur épée, mais il était trop tard. Les sbires du dieu Mialf, les Hercules au front bas, tenaient des croches de fer dans les mains. Ils n'étaient pas pressés d'approcher, cependant. « Vous deux !» hurla Chieru. « Posez vos épées à terre, sinon j'élargis le sourire de cette donzelle. » « N'écoutez p... » commença Angoulême, puis elle poussa un cri. Le demi-elfe avait violemment tiré sur ses cheveux, et de son poignard lui avait entaillé la peau. Un mince filet rouge collait le long du cou de la jeune fille. « Posez vos épées, je ne plaisante pas. » Peut-être pourrions-nous nous entendre. Gérald, sans prêter attention à la colère qui grondait en lui, avait décidé de temporiser. Comme des gens civilisés. Le demi-elfe éclata d'un rire venimeux. « Nous entendre ? J'ai été envoyé ici pour en finir avec toi, sorceleur, pas pour discuter. Oui, renégat, tu as bien entendu. Ah, on peut dire que tu as bien joué la comédie, mais moi, je t'ai reconnu tout de suite, du premier coup d'œil.
On m'avait bien fait de toi une description précise. Tu ne devines pas qui t'a si bien écrit, qui m'a donné les indications exactes sur le lieu où tu te trouvais, et les personnes qui t'accompagnaient. Si, je suis certain que tu as deviné. Lâche la jeune fille. Mais je ne connais pas seulement de par ta description, poursuivit Chiru sans même songer à lâcher Angoulême. Je t'avais déjà vu. Je t'ai même suivi naguère, en Témérie, au mois de juillet. Je t'ai suivi jusqu'à la ville de Dorian, puis jusqu'au bureau des juristes Codringer et Fenn. Tu y es ? Gérald fit tourner son épée de manière que la lame se reflète dans les yeux du demi-elfe. Je suis curieux de savoir, dit-il froidement, comment tu comptes te sortir de ce cul-de-sac, Chiru. Moi je vois deux options. La première, tu lasses sur le champ la jeune fille. La seconde, tu la tues, et une seconde plus tard, les murs et le plafond de cette pièce seront couverts de ton sang. Je vais compter jusqu'à 3, rétorqua Chiru en secouant brutalement Angoulême par les cheveux. Si d'ici là vous n'avez pas posé vos armes à terre, je commencerai à découper la donzelle. À mon avis, tu n'auras pas le temps de découper grand-chose. 1. Gérald prit la suite tout en faisant tournoyer son cil. C'est un peu de musique de la bagarre quand même. 2. De l'extérieur leur parvint un bruit de sabots, puis des hennissements, des renaclements, des clameurs. Et maintenant, s'exclama Chiru en éclatant de rire. C'est justement ce que j'attendais. Ce n'est plus échec, mais échec et mat. Mes amis sont arrivés. Vraiment ? Dit Kahir en regardant par la fenêtre. Je vois des uniformes de la cavalerie légère impériale. Donc c'est toi qui étais échec et mat, conclut Gérald. Tu as perdu. Lâche la jeune fille. Tout juste. La porte du baraquement céda sous les coups de pied. Plus d'une dizaine d'hommes, la plupart vêtus uniformément de noir, pénétrèrent à l'intérieur. À leur tête se tenait un barbu, aux cheveux clairs, qui aborait un ours d'argent sur son brassard. « Kienen success » demanda-t-il d'une voix sévère. « Que se passe-t-il ici ? Il y a des cadavres à l'extérieur. Qui est responsable de ce grabuge ? Je veux une réponse sur le champ. »« Monsieur le capitaine Gleden Volt, jetez vos armes !» Ils obéirent aussitôt. Il faut dire que des arbalètes étaient pointées sur eux. Lâchés par Chiru, Angoulême voulut s'éloigner de la table, mais elle se retrouva soudain entre les serres d'un escogriffe trapu, vêtu d'habits colorés aux yeux globuleux, comme ceux d'une grenouille. Elle voulut crier, mais l'escogriffe plaqua son poing ganté sur sa bouche. « Évitons la violence », proposa Gérald au capitaine à l'ours d'argent. « Nous ne sommes pas des criminels. Tiens donc. Nous agissons au vu et au su de M. Fulquart Evelde, le préfet de Riedburn. » « Tiens donc, répéta l'ours, en ordonnant d'un geste à ses sbires de ramasser les épées de Gérald et de Kahir. Au vu et au su de M. Fulquart Evelde, rien que ça, vous avez entendu les gars ? Ces hommes, des noirs et des bigarrés, ricanèrent en chœur. Angoulême, toujours prisonnière de l'étreinte de l'homme, aux yeux de grenouille, s'agita, s'efforçant en vain de crier. Mais c'était inutile. Gérald avait déjà compris. Avant même que Chiru ait saisi tout sourire, la main droite qu'il lui tendait, avant même que 4 nilgardiens noirs aient attrapé Kahir, tandis que 3 autres pointaient leur arbalète sur son visage. L'homme aux yeux de grenouille poussa Angoulême dans les bras de ses camarades. La jeune fille s'affaissa comme une poupée de chiffon. Elle ne tenta d'opposer aucune résistance. L'ours s'approcha lentement de Gérald et de son gantelet, lui donna un coup de poing entre les jambes. Gérald se plia en deux, mais il ne tomba pas. Une froide colère le maintenait debout. Peut-être seras-tu heureux d'apprendre que vous n'êtes pas les premiers imbéciles que Fulco le Borgne utilise à des fins personnelles, dit l'ours. Il ne voit pas d'un bon œil les affaires fructueuses que je mène ici avec monsieur Homer Stragen, surnommé par certains le Rossignol. Fulco est fou furieux que j'ai intégré Homer dans le cadre de ses affaires dans les rangs impériaux et que je l'ai notamment nommé capitaine de la compagnie volontaire pour la protection de l'industrie minière. Ne pouvant se venger officiellement, il embauche donc divers larrons. Et sorceleur, ajouta Chiru avec un sourire sarcastique. 5 cadavres gisent dehors, détrempés par la pluie, dit l'ours d'une voix forte. Vous avez assassiné des hommes qui étaient au service de l'Empire. Vous avez perturbé le travail de la mine. Il ne fait donc aucun doute que vous êtes des espions, des agitateurs et des terroristes. Sur ce territoire prévaut la loi militaire. Par la présente, selon la loi martiale, je vous condamne à mort. Yeux de grenouille se mit à ricaner. Il s'avança vers Angoulême, toujours maintenu par ses hommes de main. D'un mouvement rapide, il la saisit à la poitrine. Elle la pinça avec rudesse. « Et alors, cheveux clairs, quoi sait-il »
Sa voix rappelait davantage encore une grenouille que ses yeux. Son sobriquet de bandit, si tant il est qu'il se le fût donné lui-même, prouvait qu'il avait le sens de l'humour. Et si ce devait être un pseudonyme servant de camouflage, c'était une vraie trouvaille. On se rencontre de nouveau finalement, coassa Derechef le rossignol, à tête de grenouille, en pinçant les seins d'Angoulême. Tu es contente ? La jeune fille gémit de douleur. Où sont les perles et les pierres que tu m'as volées, putain ? Fulco le borgne les a gardés en dépôt, cria Angoulême en faisant mine, fort maladroitement, de ne pas avoir peur. Va donc le voir si tu veux les récupérer. Le rossignol coassa et écarquilla les yeux. Il avait tout à fait l'air d'une grenouille à présent. On s'attendait presque à le voir gober les mouches avec sa langue. Il pinça Angoulême plus fort encore, et la jeune fille s'ébroua et gémit de plus belle. Aux yeux de Gérald, embuée par la colère, la jeune fille avait pris les traits de Ciri, comme lors de leur première rencontre. Qu'on les emmène, ordonna l'ours avec impatience. Emmenez-les dehors, lui et ses compagnons. C'est un sorceleur, dit d'une voix mal assurée l'un des bandits de la compagnie du Rossignol, chargé de la protection des mines. Un enchanteur. C'est trop risqué de l'emmener à main nue. Il pourrait nous ensorceler avec l'un de ses sortilèges ou bien autre chose. Soyez sans crainte, dit Chiori en tapotant sa poche. Sans son amulette de sorcier, il ne peut absolument rien faire. Et l'amulette, c'est moi qui l'ai. Maintenant, emmenez-le. Alors, non loin de moi l'idée d'être pessimiste. Néanmoins, si je puis me permettre, bien sûr. Ça sent la merde. Ça n'a pas l'air incroyable ce qui va se passer quand même pour nos héros là. À l'extérieur, les attendaient les autres nilfgaardiens armés, en manteau noir ainsi que l'ordre bigarré du Rossignol. Un groupe de mineurs aussi s'était formé. Des enfants furteurs traînaient également dans les parages et aussi des chiens. Le Rossignol perdit soudain toute maîtrise de lui-même, comme si le diable s'était emparé de lui. En poussant des coassements forcenés, il martela la poitrine d'Angoulême de coups de poing. Lorsqu'elle fut à terre, il lui donna plusieurs coups de pied. Gérald s'ébroua vivement entre les mains des bandits, ce qui lui valut de recevoir une violente claque sur la nuque. On m'a dit, coassait le Rossignol en sautant sur Angoulême, comme sur un crapaud d'aimant, qu'à Redburn, on avait prévu de te clouer sur un pal par le cul, petite galante. Eh bien, tu crèveras empalé. Et les gars, allez me chercher un bâton et taillez-le en pointe, vite. Monsieur Stragen, protesta l'ours en faisant la grimace, je ne vois aucune raison de perdre du temps à pratiquer des exécutions aussi bestiales. Mieux vaut simplement pendre les prisonniers. Sur le regard mauvais du Rossignol, il s'était interrompu. Taisez-vous donc, capitaine, coassa le bandit. Je vous paie assez cher pour ne pas avoir à supporter vos interventions inappropriées. J'ai juré d'infliger une sale mort à Angoulême, et maintenant, je vais m'amuser un peu avec elle. Si vous le souhaitez, allez prendre les deux autres, il ne m'importe guère. Mais moi, il m'importe, intervint Chiru. Tous deux me sont nécessaires, surtout le sorceleur. Et étant donné que l'empalement de la jeune fille prendra un peu de temps, je vais mettre ce temps à profit. Il s'approcha, plongea ses yeux de chat dans ceux de Gérald. Il faut que tu saches, renégat, dit-il, que c'est moi qui ai achevé ton ami Codringuer à Dorian. Je l'ai fait sur ordre de mon maître, monsieur Vilgefortz, que je sers depuis de nombreuses années, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Cette vieille fripouille de Codringuer, poursuivit l'elfe sans attendre la réaction du sorceleur, a eu le culot de fourrer son nez dans les affaires de maître Vilgefortz. Je l'ai éventré avec mon couteau. Quant à Fen, cet être difforme et répugnant, je l'ai brûlé vif au milieu de ses papiers et je l'ai rôti vivant. J'aurais pu tout simplement le trucider, mais j'ai préféré lui consacrer un peu de mon temps et de ma peine. Je l'ai écouté beugler. Des cris de goret. On aurait dit un véritable porcelet. Il n'y avait rien, absolument rien d'humain dans ces hurlements. Sais-tu pourquoi je te raconte tout cela ? Parce que toi aussi, je pourrais tout simplement te trucider ou te faire exécuter. Mais je vais te consacrer un peu de mon temps et de ma peine. Je vais t'écouter beugler. Tu as dit que la mort était la même pour tous. Tu vas très bientôt constater qu'il n'en est rien. Allumez le tonneau à goudron, les gars, et rapportez une chaîne. Quelque chose vint se fracasser à l'angle du baraquement et explosa aussitôt dans un terrible vacarme.
Un deuxième projectile imprégné de naphte, Gérald en avait reconnu l'odeur, tomba droit dans le tonneau, un troisième atterrit juste à côté des hommes qui gardaient les chevaux. On entendit un vacarme assourdissant, des flammes jaillirent, les chevaux devinrent tout fous furieux. S'ensuivit une bousculade dont fut éjecté un chien hurlant et en feu. L'un des bandits du Rossignol étendit soudain les bras et s'affala dans la boue, une flèche pointant dans son dos. « Vive les Versants libres !» Sur le sommet de la colline, sur les échafaudages et les passerelles, se dessinaient des silhouettes vêtues de houppelantes grises et de bonnets de fourrure. D'autres projectiles enflammés, tels des diablotins traînant derrière eux une queue de fumée et de flamèches, continuent à fuser sur la foule, les chevaux et les baraquements miniers. Deux d'entre eux atteignirent l'atelier de menuiserie et retombèrent sur le sol, jonchés de copeaux et de sciures. « Vive les Versants libres! Mort à l'occupant nilfgaardien !» Des flèches se mirent à voler en sifflant. L'un des nilfgaardiens, noir, roula sous un cheval et un homme de la bande du Rossignol tomba, la gorge transpercée. Une flèche vint se ficher dans la nuque de l'un des Hercules aux cheveux coupés ras. L'ours tomba en lâchant un gémissement macabre. Lui aussi avait été touché, à la poitrine, à la base du sternum, sous le haut scolle. Personne ne pouvait le savoir, mais il s'agissait d'une flèche volée sur un transport militaire, un modèle standard de l'armée impériale légèrement retravaillé. Soudain, les attaquants lancèrent des larges lances à deux lames en plusieurs endroits pour obtenir un effet d'éclatement. L'une de ces lances transperça les entrailles de l'ours. « Dehors, le tyran émir! Vive les Versants libres !» Avec un coassement, le Rossignol porta une main à son épaule qu'une flèche avait égratignée. Un enfant touché par le trait d'un combattant pour la liberté, sans doute parmi les plus mauvais tireurs du groupe, roula dans la boue. L'un des hommes qui retenait Gérald s'écroula, l'un des Hercules qui était né Angoulême s'effondra. La jeune fille s'arracha aussitôt à l'étreinte du second, sortit un éclair son couteau de la tige de sa botte et se mit à frapper à tout va. Prise d'un excès de fièvre, elle rata la gorge du Rossignol mais lui esquinta la joue, atteignant quasiment les dents. Les coassements du Rossignol se firent plus coassants encore que d'ordinaire, et les globes de ses yeux plus globuleux encore. Il se traîna à genoux, se tenant le visage, du sang giclait entre ses doigts. Angoulême poussa un hurlement diabolique. Elle bondit pour parachever son œuvre, sans y parvenir, car une bombe explosa entre elle et le Rossignol, générant des flammes et des tourbillons de fumée pestilentielle. Alentour, l'incendie grondait déjà, et il régnait un vrai pandémonium. Les chevaux devenaient fous, hennissaient, lançaient des ruades, les bandits et les nilfgaardiens hurlaient, les mineurs paniqués couraient dans tous les sens, les uns se sauvaient, les autres tentaient d'éteindre le feu qui consumait les bâtiments. Entre-temps, Gérald avait récupéré son cil abandonné par des nilfgaardiens. Il donna un bref coup d'épée à une grande femme en côte de maille qui s'apprêtait à attaquer Angoulême avec une Morgenstern. Il fendit une oreille à un nilfgaardien en noir qui se précipitait sur lui, armé d'un esponton. Le suivant, qui se trouvait tout bonnement sur son cheval, eut la gorge tranchée. Juste à côté de lui, un cheval en feu qui fonçait à l'aveuglette renversa un deuxième enfant et le piétina. « Attrape un cheval, attrape un cheval !» Caïr se battait à présent à ses côtés, se défendant en donnant de vigoureux coups d'épée. Gérald n'entendait rien, ne voyait rien. Il faucha un autre nilfgaardien, cherchant Chihirru du regard. À 3 pas de là, Angoulême à genoux avait ramassé une arbalète. Elle tira. Le carreau alla se planter dans le bas-ventre d'un bandit de la compagnie chargée de la protection de la société minière qui s'apprêtait à l'attaquer. Puis la jeune fille se releva brusquement et s'accrocha à la tétière d'un cheval qui arrivait au trot. « Attrape un cheval, Gérald !» s'écria Caïr, « et sauve-toi !» Gérald massacra un autre nilfgaardien, lui assénant un coup en hauteur du sternum jusqu'à la hanche. Il secoua violemment la tête pour se débarrasser du sang qui avait giclé sur ses lèvres et ses sourcils. « Chihirru, où es-tu, vermine ?» Un coup, un cri, des gouttes de sang sur son visage. « Pitié !» s'écria un jeune homme en uniforme noir, à genoux dans la boue. Le sorceleur hésita. « Reprends-toi !» hurla Caïr en le saisissant par l'épaule et en le secouant violemment. « Reprends-toi, es-tu devenu fou ?» Angoulême revenait au galop en tirant un autre cheval par les rênes. Elle était poursuivie par 2 cavaliers. L'un d'eux tomba, touché par la flèche d'un des combattants des Versants libres. Le second fut balayé par par l'épée de Caïr. Gérald bondit sur le dos du cheval sans cavalier. C'est alors qu'à la lueur de l'incendie,
Il aperçut Chihiru, appelant à lui les Nilfgaardiens paniqués. Près du demi-elfe, le rossignol, coassait et lançait des imprécations. La gueule en sang, il avait vraiment l'air d'un troll cannibale. Gérald poussa un hurlement de rage, fit demi-tour à son cheval et se mit à faire tournoyer son épée autour de lui. Cahir poussa un cri, pesta, s'affaissa sur sa selle, aussitôt du sang se mit à couler de son front, couvrant ses yeux et son visage. « Gérald, aide-moi » Chihiru avait concentré un groupe d'hommes autour de lui, il hurlait, leur ordonnait de se servir de leur arbalète. Du plat de son épée, Gérald donna une tape sur la croupe de son cheval. Chihiru devait mourir. Le reste n'avait pas d'importance. Plus rien d'autre ne comptait, ni Cahir, ni Angoulême. « Gérald » hurla la jeune fille, « va aider Cahir » En entendant son cri, le sorceleur se reprit et eut honte. Il aida Cahir, le soutint. Le jeune homme s'essuya les yeux avec sa manche, mais le sang ne cessait de couler. « Ce n'est rien, juste une égratignure », sa voix tremblait. « À cheval, sorceleur, au galop, suivant Angoulême, au galop !» Une immense clameur s'éleva en provenance du pied de la montagne, d'où une foule armée de pioches, de pinces et de haches courait. Des mineurs se pressaient au secours de leurs camarades et compagnons de la carrière du Rialto. Ils accouraient des mines voisines, du trou prospère et de la cause commune, et peut-être d'autres encore. Comment le savoir ? Gérald talonna son cheval, ils partirent au galop, filant ventre à terre. Alors, point positif, Gérald est vivant. Point négatif, Gérald n'a plus son amulette de sorceleur. Du coup, Gérald n'est plus du tout un sorceleur pour l'instant à cause de ça. Coup dur pour lui. Ils galopaient, penchés sur l'encolure de leur monture, sans se retourner. C'est Angoulême qui avait hérité du meilleur cheval, un ragot petit mais fringant, qui appartenait aux bandits. « Bonsoir, Asnalia, comment vas-tu ? Mets-toi bien avec nous. » Tu arrives pile après la bagarre, comme quoi après tu arrives toujours au moment où ça se passe un peu mieux. Le cheval de Gérald, un bai des forces impériales, commençait déjà à renacler et à souffler bruyamment. Il avait du mal à garder la tête haute. Le cheval de Cahir, lui aussi issu des rangs nilfgaardiens, était plus puissant et plus résistant. Mais la vaillance de la monture importait peu quand le cavalier était blessé, se balançait sur sa selle, serrait machinalement les cuisses et perdait son sang, qui coulait sur la crinière et l'encolure de l'animal. Mais ils continuèrent à galoper. Angoulême, parti en tête, les attendait au tournant, à un endroit où la route descendait abruptement en serpentant entre les rochers. Nos poursuivants, annonna-t-elle, à bout de souffle, le visage noirci par la poussière, vont nous traquer, ils n'abandonneront pas. Les mineurs ont vu dans quelle direction nous étions partis. Nous ne devions pas rester sur la grande route, nous devons couper par les forêts. Continuer hors des chemins balisés. C'est notre seule chance de les semer. Non, protesta le sorceleur en écoutant avec inquiétude les râles émis par son cheval. Nous devons continuer par la grande route, par la voie la plus discrète, directe et la plus courte, qui mène à la vallée de Sans Retour. Pourquoi ? Ce n'est pas le moment de discuter, on n'a pas le temps. En route, tirez le maximum de vos chevaux. Ils se remirent à galoper, mais le cheval bai du sorceleur renaclait. C'est pas le cheval de Gérald qui m'inquiète actuellement, là, c'est plus Cahir qui à tout moment pourrait passer l'arme à gauche, tout simplement. Le bai était incapable de continuer. Il avança à grande peine sur ses jambes raides comme des piquets qui partaient sur les côtés, expirant l'air par ses naseaux dans un râle rocailleux. Finalement, il tomba sur le flanc, lança une faible ruade, regardant son cavalier avec un air de reproche, les yeux déjà vitreux. Si le cheval de Cahir se portait un peu mieux, son cavalier en revanche avait des difficultés à tenir en selle. Il était si mal en point qu'il tomba tout bonnement à terre. Il tenta de se relever, mais il resta à quatre pattes et se mit à vomir par saccades, bien qu'il n'ait pas grand-chose à rendre. Lorsque Gérald et Angoulême essayèrent de toucher sa tête ensanglantée, il poussa un cri. « Par la peste » dit la jeune fille.
Ils lui ont taillé une sacrée coiffure, à la peau du front et de la tempe du jeune gardien, ainsi qu'une partie de son cuir chevelu était décollée de l'os du crâne sur une bonne longueur. Bon appétit à tous. Sur le caillot de sang gluant qui s'était formé sur la plaie, le lambeau de chair serait sans doute déjà retombé sur l'oreille. C'était un spectacle macabre. Comment ça s'est passé? Il a reçu une hachette en pleine figure. Le plus drôle, c'est qu'elle n'allait été lancée ni par un noir, ni par un gars de la bande du Rossignol, mais par un des mineurs de la carrière. C'est vrai que c'est très drôle. Actuellement, on se tape toute une grande barre sur ce stream. En l'occurrence, peu importe qui la lui a lancée. Le sorceleur avait arraché une manche de sa chemise et s'en servait pour envelopper la tête de Caïr. Ce qui compte, c'est que c'était heureusement un piètre lanceur. Il n'a fait que le scalper au lieu de lui faire exploser la cervelle. Mais les os du crâne en ont pris un sacré coup. Et le cerveau aussi. Caïr ne tiendra pas en selle, même si le cheval parvenait à supporter son poids. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Ton cheval a crevé, le sien est presque mort, le mien transpire à grosses gouttes, et nos poursuivants sont à nos trousses. On ne peut pas rester ici. Il le faut. Caïr et moi, on va rester, et son cheval aussi. Toi, tu continues, vite. Ton cheval est fort, il lui tiendra le galop. Et même si tu devais l'éreinter, Régis, Milva et Jasquier nous attendent quelque part dans la vallée de Sans Retour, Angoulême. Ils ne sont au courant de rien et peuvent tomber entre les pattes de Chihiru. Tu dois les retrouver, les avertir, et ensuite, tous les quatre, vous devez partir à bride abattue jusqu'à Toussaint. Là-bas, ils ne vous traqueront pas, du moins, je l'espère. Et toi, et Caïr? Angoulême se mordit les lèvres. Qu'est-ce qui va vous arriver? Le Rossignol n'est pas stupide. Quand il verra le cheval à moitié mort, il passera chaque chablis de la vallée au peigne fin, et vous deux, vous n'irez pas bien loin. C'est Chihiru qui nous traque, et il suivra tes traces. C'est ce que tu crois? J'en suis certain, va. Qu'est-ce qu'elle va dire, la tantine, quand elle va me voir arriver sans vous? Tu expliqueras ce qui s'est passé, pas à Milva, à Régis seulement. Il saura ce qu'il convient de faire. Quant à nous, quand la plaie de Caïr aura commencé à cicatriser, nous nous mettrons en route pour Toussaint. On vous retrouvera bien d'une manière ou d'une autre. Allez, jeune fille, ne perds pas de temps. Saute sur ton cheval et en route. Ne laisse pas tes poursuivants gagner du terrain. Ne leur permets pas d'avoir en vue. N'essaie pas d'apprendre à un vieux singe à faire la grimace. Bon courage, au revoir. Au revoir, Angoulême. Il resta à proximité de la route. Il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil derrière lui, comme s'il s'attendait à voir surgir leurs poursuivants. Dans le fond, il ne craignait aucune action de leur part, il savait qu'ils suivraient Angoulême sans perdre de temps. Il ne se trompait pas. Les cavaliers, qui étaient parvenus au col en moins d'un quart d'heure, s'arrêtèrent à la vue du cheval mort, ils crièrent, se chamaillèrent, trottèrent jusqu'aux broussailles qui longeaient la route, mais reprirent presque aussitôt leur chemin. Sans doute estimèrent-ils que les trois fugitifs avaient poursuivi leur route ensemble, deux d'entre eux chevauchant une même monture, et qu'ils allaient vite pouvoir les rattraper s'ils ne perdaient pas de temps. Gérald remarqua que certains de leurs chevaux n'étaient pas non plus au milieu de leur forme. Les poursuivants comptaient peu de manteaux noirs de la cavalerie légère nilfgaardienne. Les bandits bigarrés du Rossignol étaient en plus grand nombre. Gérald ne put vérifier si le Rossignol lui-même en faisait partie ou s'il était resté à Rialto pour soigner sa caboche tailladée. Lorsque les poursuivants s'éloignèrent et que le piétinement de leurs chevaux s'évanouit, Gérald quitta sa cachette dans les fougères et alla aider Caïr qui gémissait. « Le cheval est trop faible pour te porter. Tu pourras marcher ?» En guise de réponse, le nilfgaardien émit un son qui pouvait aussi bien être un acquiescement qu'une dénégation. Ou autre chose encore, mais il bougea ses jambes, et c'était là l'essentiel. Suivant la pente glissante du ravin, ils descendirent jusqu'au lit du ruisseau. Caïr effectua les quelques dizaines de pas restants de manière assez chaotique. Il rampa jusqu'au ruisseau, s'abreuva, arrosant généreusement d'eau glacée le pansement qu'il avait sur la tête. Le sorceleur ne le pressait pas, inspirant lui-même profondément et rassemblant ses forces. Il marchait vers l'amont du ruisseau, soutenant Caïr et tirant en même temps le cheval qui patrouillait dans l'eau, trébuchant sur les galets et les troncs d'arbres renversés. Au bout de quelque temps, Caïr refusa de collaborer, il n'avançait plus sagement les jambes. Lorsqu'il cessa de les bouger, le sorceleur entreprit de le traîner, mais il ne pouvait continuer ainsi. D'autant que le lit du ruisseau était jalonné de seuils naturels et de cascades. Gérald gémit, puis il cala le blessé sur ses épaules. Le cheval, qu'il était obligé de tirer par les rênes, ne lui félicitait pas la vie non plus.
Quand ils eurent enfin quitté le ravin, le sorceleur s'affala de tout son long sur la brande humide et resta allongé, le souffle court, totalement exténué à côté de Caïr qui gémissait continuellement. Il resta allongé longtemps. Son genou l'élançait de nouveau et le faisait terriblement souffrir. Finalement, Caïr sembla retrouver quelque peu ses esprits. Quelques minutes s'écoulèrent, puis soudain, un miracle, il se leva et lança un juron en se tenant la tête. Ils repartirent. Au début, Caïr marchait d'un pas alerte, puis il ralentit et finit par tomber. Gérald le mit sur ses épaules et continua à avancer sur les pierres, gémissant et ployant sous le poids. Son genou était déchiré par la douleur. De petites taches noires voltaient devant ses yeux, telles des abeilles. Qui aurait dit, annonça Caïr par-dessus ses épaules, voici à peine un mois de cela, que tu me traînerais sur ton dos. Tais-toi, Nilfgaardien. Tu te fais plus lourd quand tu causes. Lorsqu'enfin ils atteignirent les parois rocheuses, il faisait déjà presque nuit. Incapable de chercher une grotte, le sorceleur se laissa tomber, sans force, près du premier trou qu'il rencontra. Hello, dernier coucou avant que je disparaisse quelques bons mois. Bienvenue à toi pour ces derniers coucous. J'espère que tu vas bien et tu nous quittes du coup définitivement pour quelques bons mois. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, après Caïr qui est à deux doigts de mourir, une deuxième nouvelle mauvaise nous arrive ce soir. Héthor va nous quitter quelques mois. Mais il reviendra plus fort, s'il faut se dire. Au pied de la grotte traînaient des crânes, des côtes, des bassins et d'autres ossements humains. Mais, plus important, il y avait aussi des galeries sèches. Caïr était fiévreux, il tremblait, il était secoué de spasmes. Gérald avait recousu la partie décolletée de son cuir chevelu au moyen d'un lignol. Caïr avait vaillamment supporté l'opération, il était resté conscient. La crise était venue plus tard, au cours de la nuit. Au mépris du danger, Gérald avait allumé un feu. Dehors, le vent soufflait et une pluie fine tombait du ciel. Il était donc peu vraisemblable que quelqu'un traîne dans les environs et remarque la lueur dans la grotte. De toute façon, Caïr devait se réchauffer. Il eut de la fièvre toute la nuit. Il tremblait, geignait, délirait. Gérald alimentait le feu sans relâche, incapable de dormir. Son genou lui causait une douleur de tous les diables. Caïr était un gaillard jeune, solide. Au petit matin, il revient à lui. Il était blême et trempé de sueur, il avait encore de la fièvre. Il claquait légèrement des dents et parlait de manière hachée, mais on arrivait à comprendre ce qu'il disait. Il ne délirait plus, il était parfaitement conscient. Il se plaignait d'un mal de tête, symptôme somme toute normal chez quelqu'un qui avait une partie du cuir chevelu arrachée par une hachette. Gérald, quant à lui, occupait son temps à collecter l'eau de pluie qui suintait des bords. Caïr et lui étaient tenaillés par la soif, s'octroyant de temps en temps, à autre, une petite sieste qui se révélait agitée. Gérald, je t'écoute. Caïr remua le bois dans le feu de camp à l'aide d'un fémur qu'il avait trouvé. À la mine, quand nous nous battions, j'ai eu peur, tu sais. Je sais. Pendant un instant, j'ai cru que tu avais été pris d'une folie meurtrière, que plus rien d'autre ne comptait pour toi, hormis la tuerie. Je sais. J'ai eu peur, acheva-t-il calme, que pris par l'amok, tu fauches Siru, et l'on n'aurait rien tiré d'un homme mort. Gérald se racla la gorge. Le jeune Nilfgaardien lui plaisait de plus en plus. Il était non seulement courageux, mais aussi intelligent. Tu agis sagement en renvoyant Angoulême, poursuivit Caïr, en claquant légèrement des dents. Ce n'est pas pour les jeunes filles, pas même pour les jeunes filles comme elle. Nous réglerons ça nous-mêmes, tous les deux. Nous irons à leur poursuite, mais pas pour tuer, à la manière sanguinaire des berserks. Je repense à ce que tu as dit l'autre jour sur la vengeance. Tu sais, Gérald, même pour se venger, il faut de la méthode. Nous rattraperons ce demi-elfe. Nous le contraindrons à avouer où est Ciri. Ciri est morte. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas qu'elle soit morte, et toi non plus, reconnais-le. Je refuse d'y croire, en effet. À l'extérieur, le vent sifflait et la pluie continuait à tomber. Ils étaient bien dans la grotte. Gérald, je t'écoute. Ciri est vivante. J'ai fait de nouveaux rêves. Bien sûr, il s'est passé quelque chose à l'équinoxe, quelque chose de fatal. Moi aussi, je l'ai ressenti et j'ai vu. Mais elle est en vie, j'en suis certain. Hâtons-nous. Mais pas en vue d'une vengeance ou d'une nouvelle tuerie. Hâtons-nous pour la retrouver.
Oui, Caïr, tu as raison. Et toi, tu ne fais plus de rêves? Ça m'arrive, dit-il avec amertume, mais très rarement depuis que nous avons franchi la Yaruga. Et je n'arrive pas à m'en souvenir à mon réveil. Quelque chose en moi s'est achevé, Caïr. Quelque chose s'est consumé, brisé. Ça ne fait rien, Gérald. Je rêverai pour nous deux. Qui aurait cru qu'ils sont en train de devenir les deux meilleurs amis? Comme quoi, rien ne vaut qu'une petite tuerie entre compagnons pour créer des liens d'amitié. Ils se mirent en route à l'aube. La pluie avait cessé de tomber. Il semblait même que le soleil tentait de se faire une petite place dans le ciel chargé de grisailles. Ils chevauchaient lentement, tous deux montés sur leur unique cheval. Ce dernier, qui provenait des rangs de l'armée nilfgaardienne, peinait sur les galets. Il allait au pas le long de la rivière sans retour qui menait à Toussaint. Gérald connaissait le chemin. Il était venu ici autrefois, il y a très longtemps. Beaucoup de choses avaient changé depuis, mais la vallée de Sans Retour, elle, n'avait pas changé, pas plus que la rivière. Plus ils avançaient, plus elle portait bien son nom. Les monts d'Amel n'avaient pas changé non plus, de même que l'obélisque de la Gorgogne, la montagne du diable qui les dominait. Certaines choses étaient immuables. Un soldat ne discute pas les ordres, dit Caïr en massant la tête par-dessus son pansement. Il ne les analyse pas, ne se pose pas de questions, n'attend pas qu'on lui en explique le sens. Chez nous, c'est la première chose qu'on enseigne à un soldat. Tu peux donc bien te douter que je ne me suis pas interrogé une seule seconde sur l'ordre qui m'avait été donné. La question de savoir pourquoi c'était justement moi qui devais attraper cette reine ou cette princesse sintrasienne ne m'avait même pas traversé l'esprit. Un ordre est un ordre. J'étais en colère bien sûr parce que je voulais connaître la gloire en me battant avec la chevalerie, l'armée régulière. Mais travailler pour les services de renseignement était aussi considéré comme un honneur chez nous. Si encore il s'était agi d'une mission plus difficile, d'un prisonnier important. Mais une fille... Gérald jeta au feu l'arête dorsale de la truite qu'ils venaient de manger. Pour apaiser leur faim, ils avaient pêché pas mal de poissons dans la soirée, dans le petit ruisseau qui se jetait dans la rivière sans retour. C'était la période de fraîche chez les truites. Il était facile d'en attraper. Gérald écoutait attentivement le récit de Caïr. En lui, la curiosité le disputait un profond sentiment de regret. Dans le fond, tout s'est fait par hasard, racontait Caïr en regardant les flammes, par le plus pur des hasards. Comme je l'appris par la suite, nous avions un espion à la cour de Sintra, un Kammerjunker, que nous avions pris la veille au moment où nous nous préparions à encercler le château. Cet espion s'est éclipsé et nous a fait savoir qu'on essayait de faire quitter les lieux à la princesse. Plusieurs groupes, comme le mien, ont été constitués. Par le plus grand des hasards, ceux qui emmenaient Ciri sont tombés sur mon groupe. Une course-poursuite s'est engagée dans les rues de la ville, dans un quartier qui avait déjà pris feu. C'était un véritable enfer, partout. Des rideaux de flammes, des murs de feu. Les chevaux ne voulaient plus avancer et les hommes... que dire de plus? Ils n'étaient pas non plus très enclins à les faire accélérer. Mes subalternes, j'en avais 4 avec moi, ont commencé à pester, à crier que j'avais perdu l'esprit, que je les menais tout droit à leur perte. J'avais eu toutes les peines du monde à reprendre le contrôle. Nous avons continué à les poursuivre à travers les ruelles en flammes, et nous les avons rattrapés. Soudain, ils se sont retrouvés là, devant nous, 5 cavaliers sintrasiens. Et la fauche a commencé, avant que je eue le temps d'avertir mes hommes de prendre garde à la jeune fille, qui du reste s'était retrouvée à terre immédiatement, celui qui la transportait sur son arçon étant mort le premier. Un de mes hommes la releva et l'installa sur son cheval, mais il n'alla pas bien loin. Un des sintrasiens l'attaqua par derrière et le transperça. Et j'ai vu la lame passer à 1 pouce de la tête de Ciri, qui tomba de nouveau dans la boue. Elle était à demi inconsciente, tant elle était effrayée. Je l'ai vue se serrer contre la mort, tenter de se glisser sous lui. Comme un chat près de sa mère morte, il se tut, avala sa salive. Elle ne savait même pas qu'elle se pressait contre un ennemi, un nilfgaardien. Nous sommes restés seuls, elle et moi, reprit-il au bout d'un moment. Tout autour de nous, il n'y avait que des cadavres et des flammes. Ciri rampait dans une flaque, mais l'eau et le sang s'évaporaient de plus en plus vite sous l'effet du brasier environnant. Un bâtiment s'écroula soudain. Je n'y voyais plus rien à travers les étincelles et la fumée. Mon cheval ne voulait plus avancer. J'appelai Ciri, je lui demandai de venir vers moi. J'avais la voix enrouée à force de crier, tentant vainement de surmonter le rugissement des flammes. Elle me voyait, elle m'entendait, mais restait sans réaction. Mon cheval ne voulait pas bouger et moi je ne pouvais rien faire. J'ai dû mettre pied à terre. Je ne pouvais pas la soulever d'une main.
tout en tenant de l'autre les rênes. Mon cheval s'agitait tellement qu'il faillit me renverser. Quand j'ai voulu la soulever, elle a commencé à crier, puis son corps s'est tendu et elle a perdu connaissance. Je l'ai enveloppée dans mon manteau que j'avais auparavant trempé dans une mare de boue, de purin et de sang, et nous sommes partis, droit à travers le feu. Moi-même, je ne sais pas par quel miracle nous avons réussi à en réchapper. Soudain, j'ai vu une brèche dans un mur, et nous nous sommes retrouvés au bord de la rivière, à l'endroit précis où s'étaient rassemblés les Nordlings en fuite. On ne pouvait pas plus mal tomber. J'ai jeté mon homme d'officier, car même si les ailes avaient brûlé, on m'aurait reconnu immédiatement. Quant à mes autres vêtements, ils étaient tellement roussis qu'ils ne pouvaient me trahir. Mais si la fille avait été consciente, si elle avait crié, ils m'auraient écharpé de leurs épées. J'ai eu de la chance. J'ai parcouru près de 4000 avec eux, puis je suis resté en arrière et je me suis caché dans les forêts, près de la rivière qui charriait les cadavres. Il se tut, se racla la gorge, frotta de ses deux mains sa tête bandée, et rougit. Peut-être était-ce seulement le reflet des flammes. Ciri était affreusement sale. J'ai dû la déshabiller, elle ne se défendait pas, ne criait pas, simplement elle tremblait, gardant les yeux fermés. Chaque fois que je l'effleurais pour la laver ou l'essuyer, elle se tendait et se raidissait. Je sais, j'aurais dû lui parler et l'apaiser, mais j'étais soudain incapable de trouver les mots dans votre langue, qui était pourtant celle de ma mère que je connais depuis l'enfance. Ne pouvant la réconforter par les mots, je voulais l'apaiser en la touchant délicatement. Au moindre contact, elle se raidissait et se mettait à piailler, comme un poussin. Ce souvenir l'a poursuivi dans ses cauchemars, murmura Gérald. Je sais, moi aussi. Que s'est-il passé ensuite ? Elle s'est endormie, et j'en ai fait autant. Nous étions morts d'épuisement. Lorsque je me suis réveillé, elle n'était plus là. Elle n'était nulle part, je ne me souviens de rien d'autre. Ceux qui m'ont trouvé affirment que je courais en rond, en hurlant comme un loup. Ils ont dû me ligoter. Quand je me suis calmé, des hommes des services de renseignement, les subalternes de vêtus de rideau, se sont occupés de moi. C'est Ciri-là qui les intéressait. Ils voulaient savoir où elle s'était sauvée, comment elle s'y était prise pour m'échapper, pourquoi je l'avais laissée s'enfuir. Ils me posaient sans arrêt les mêmes questions, encore et encore. N'en pouvant plus, j'ai lancé fou de rage une pique sur l'empereur, le traitant d'épervier qui chassait les petites filles. Ces mots m'ont valu de passer 1 an, enfermé dans une cellule de la citadelle. Ensuite, je suis rentré dans les bonnes grâces de l'empereur, parce que je pouvais lui être utile. Ils avaient besoin d'envoyer sur Thanedd quelqu'un qui parlait le langage commun et savait à quoi ressemblait Ciri. L'empereur voulait que j'aille sur l'île et que cette fois, je remplisse ma mission en lui ramenant Ciri, sans faute. Il se tut quelques instants. Émir m'a donné une seconde chance. J'aurais pu décliner son offre, mon refus m'aurait à jamais condamné à la disgrâce et à l'oubli. Mais j'aurais pu refuser si j'avais voulu, je ne l'ai pas fait. Car vois-tu, Gérald, je ne pouvais pas l'oublier. Je ne vais pas te mentir, je la voyais sans cesse en rêve, mais pas comme cet enfant maigre que j'avais déshabillé et lavé près de la rivière. Je la voyais et continue de la voir comme une femme belle, consciente, provocatrice, avec une rose couleur ponce tatouée près de l'aine. De quoi parles-tu ? Je ne sais pas, moi-même j'ignore ce que cela signifie, mais c'était ainsi et ça l'est toujours. Je continue à la voir dans mes rêves telle que je la voyais alors, c'est pour ça que j'ai accepté cette mission sur Thanedd. Que j'ai voulu me joindre à vous par la suite. Je veux la revoir encore une fois. Je veux toucher ses cheveux, la regarder dans les yeux. Tue-moi si tu en as envie, mais je ne peux plus faire semblant, je crois. Je crois que je l'aime. Ne ris pas, je t'en prie. Je n'ai pas la moindre envie de rire. Je pense qu'il a plutôt envie de lui péter la gueule. C'est pour cette raison que je voyage avec vous, comprends-tu ? Tu la veux pour toi ou pour ton empereur ? Je suis réaliste, dit-il dans un murmure. Il est évident qu'elle ne voudra pas de moi. Mais si elle devient l'épouse de l'empereur, je pourrai au moins la voir de temps en temps. Avant d'en arriver là, renifla le sorceleur, il faudrait d'abord que nous la retrouvions et que nous la sauvions, en supposant que tes rêves ne mentent pas et que Ciri soit effectivement en vie. Je le sais. Et lorsque nous l'aurons retrouvée, que se passera-t-il alors ? Nous verrons. Nous verrons, Caïr. Ne me mens pas, sois sincère, je sais bien que tu ne me permettrais pas de l'emmener. Gérald ne répondit pas, et Caïr ne reposa pas la question. D'ici là, reprit-il froidement,
Pouvons-nous être amis? Nous le pouvons, Caïr. Je te demande de nouveau pardon pour l'autre jour, je ne sais pas ce qui m'a pris. Dans le fond, je ne t'ai jamais vraiment soupçonné d'être un traître ou un fourbe. Je ne suis pas un traître, je ne te trahirai jamais, sorceleur. Il suivait le profond ravin que la rivière sans retour, rapide et large déjà à cet endroit, avait creusé au milieu des montagnes. Ils allaient vers l'est et vers les frontières de la principauté de Toussaint. La Gorgogne, la montagne du diable, s'élevait devant eux. Pour admirer son sommet, ils auraient dû lever la tête, mais ils avançaient en regardant droit devant eux. Tout d'abord, ils sentirent la fumée. Un instant plus tard, ils aperçurent le feu de camp sur lequel rôtissaient des truites évidées, plantées sur des broches. Puis ils virent un individu assis, seul, près du foyer. Récemment encore, Gérald aurait raillé sans pitié celui qui aurait osé affirmer que lui, un sorceleur, éprouverait une immense joie à la vue d'un vampire. Il l'aurait pris pour un idiot absolu. « Oh oh !» dit tranquillement Émile Régis Rolec Tetherfield Godefroy en retournant les broches. « Voyez donc ce que le bon vent nous amène. » Le frappeur, également appelé Knocker, Gobelin, Polterduc, Carconos, Rubzal, Trésorier ou Désertile, est une espèce de kobold doté néanmoins d'une force phénoménale et d'une stature hors du commun. En outre, contrairement aux kobolds, le frappeur porte généralement une énorme barbe hirsute. Il séjourne dans les galeries, les puits, les ruines, les gouffres et les fosses sombres, à l'intérieur des roches, dans toutes sortes de grottes, cavernes et terrains pierreux désertiques. En l'endroit où il se réfugie, le sol renferme à coup sûr des richesses telles que du minerai, du carbone, du sel ou de l'or noir par exemple. C'est pourquoi on peut fréquemment le rencontrer dans des mines, de préférence abandonnées, mais le frappeur se plaît également à se montrer dans des mines en activité. Garnement saccageur et malicieux, il est une malédiction, un véritable fléau des dieux pour tous les minerais. Il les fait tourner chèvres, les effraie et les mystifie en tapant sur les rochers, en obstruant les galeries, en volant et en saccageant leurs outils et leurs maigres biens. Il n'hésite pas non plus à se cacher dans les coins pour leur envoyer des petits bâtons à la figure. Mais il est possible de le séduire pour qu'il ne polissonne pas outre mesure en déposant ça et là dans une sombre galerie ou au fond d'un puits du pain beurré, du fromage de chèvre, une tranche de pèleron brisé, le mieux étant encore de lui laisser une petite bonbonne d'eau de vie, car le frappeur en est terriblement friand. Physiologus. Et c'est sur cette description du frappeur et sur cette scène d'amitié entre Caïr et Gérald que se termine ce chapitre 6. J'espère qu'il vous a plu et du coup je vous dis à la semaine prochaine, encore une fois sur YouTube ou en live.